Donc il est 10 heures, donc on vous propose de commencer pour ce web séminaire soutenir le développement de la méthanisation, de l'animation territoriale au dispositif de formation. Donc bienvenue à tous. Nous avons peut-être un petit mot d'abord pour nous présenter, donc ma collègue Charlotte Tardieu et moi-même. Donc Elvire Paul, responsable de projet transition professionnelle au CLER, Réseau pour la transition énergétique. Et Charlotte? Oui, et moi je suis responsable de projet énergie et territoire et je co-anime le réseau des territoires à énergie positive. Et donc nous avons aussi avec nous aujourd'hui deux intervenants au lieu de trois, malheureusement le troisième ayant eu un empêchement. Nous avons Étienne Albin qui est formateur à l'EPL Agro de la Meuse à Nantes, Sarah-Hélène Rizard qui anime le dispositif Méthane-Action en Nouvelle-Aquitaine. Et donc nous organisons aujourd'hui ce web séminaire avec le soutien de GRDF. Alors peut-être quelques mots pour commencer sur le CLER, Réseau pour la transition énergétique, qui est un réseau qui rassemble 300 adhérents au niveau national, donc associations, collectivités, entreprises, autour des sujets de transition énergétique, donc de façon générale, développement des énergies renouvelables et tout ce qui concourt à la maîtrise de la demande en énergie. Et donc le CLER anime plusieurs réseaux thématiques, notamment deux réseaux qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Le réseau des territoires à énergie positive, donc Charlotte co-anime, et également le réseau Formater, qui est un réseau d'organismes de formation et qui s'investit autour des questions de transition professionnelle, c'est-à-dire tous les changements nécessaires dans les métiers et formations pour le développement de la transition énergétique. Et donc avant de commencer et d'attaquer dans le vif du sujet de ce web séminaire, donc un dernier petit rappel sur la façon dont ça se passe, les modalités techniques. Donc les questions peuvent être posées par écrit dans l'espace conversé, auquel vous avez accès dans votre barre de contrôle de Zoom. On vous remercie du coup de maintenir vos micros en muet pendant tout le temps de la présentation. Et enfin, une dernière précision, c'est que ce web séminaire est enregistré, il vous sera donc proposé en rediffusion et sur le site du réseau CLER et sur le site du réseau des territoires à énergie positive. Vous pourrez aussi retrouver une synthèse des échanges de ce jour et les présentations des intervenants. Donc, le déroulé aujourd'hui, pour ce web séminaire qui a pour objectif le développement de la filière méthanisation, en tout cas de traiter les enjeux autour du développement de la filière méthanisation et notamment dans une perspective d'animation territoriale et d'enjeux de formation. Donc nous aurons une première présentation de l'accompagnement régional pour le développement de la filière. Donc à travers le dispositif Méthane-Action, nous présentera Sarah-Hélène Rizard en région Nouvelle-Aquitaine. Donc nous n'aurons malheureusement pas la présentation de l'accompagnement réalisé au niveau départemental par le syndicat Comet 47 qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais je crois que Sarah-Hélène pourra en dire quelques mots, notamment sur la partie qui concerne l'articulation entre le dispositif régional et le dispositif départemental. Et enfin, nous laisserons la parole à Étienne Albin pour nous présenter les formations qui sont là plutôt des formations longues proposées par l'EPL Agro de la Meuse. Et ce sera enfin terminé par un temps d'échange où vous pouvez nous poser toutes vos questions. La façon dont ça se passe, c'est que pour ce qui concerne les questions de compréhension et de précision sur les présentations, vous pouvez les poser au fil de l'eau et on les prendra au fur et à mesure. Et par contre, les questions et remarques seront plutôt posées après les interventions pendant le temps d'échange. Voilà, alors. Ok, donc on vérifie juste que tous les micros sont bien en muet. et puis, on va pouvoir commencer. Ouais, commencer par une petite introduction, un cadrage avec quelques chiffres clés issus d'une étude réalisée par Transition, Inumérie et Smash pour GRDF en 2019. Donc, qui fait à la fois un état des lieux
de la filière méthanisation au niveau national, enfin, en tout cas en France métropolitaine, et des perspectives, des projections à 2030 d'évolution et de développement de la filière. L'objectif de cette étude pour GRDF était d'avoir une vision actualisée de l'impact du développement de la filière biogaz sur l'emploi et pour démontrer la valeur ajoutée de la filière et les conditions favorables au développement les conditions favorables à créer pour assurer le développement de la filière. Rapidement, la méthode employée dans cette étude, donc de nombreux entretiens ont été faits avec les acteurs de la filière et surtout les projections sont faites grâce à l'outil TET, Transition écologique territoire emploi, qui est un outil piloté par le RAC et l'ADEME qui s'appuie sur des recherches du CIRED. C'est un outil dont on vous propose d'ailleurs au Clair de vous former. Donc, une petite parenthèse, la prochaine formation a eu un lieu le 7 avril 2020 à Montreuil. Je ferme la parenthèse sur l'outil TET. En quelques mots, le périmètre de l'étude, donc je vous l'ai dit, France métropolitaine, une projection avec une simulation à 2023, 2028 et 2030 de l'état de la filière et de son impact en emploi. Sont évalués les emplois directs et indirects, hors emploi induit, c'est-à-dire notamment les emplois relatifs à la production et la valorisation du biogaz issu de la méthanation et la gazéification, et tous les emplois relatifs à l'usage du biogaz, donc dans la mobilité et autres. Donc ça, c'était les petits éléments de contexte sur cette étude, auxquels on n'a pas participé, mais qu'on a trouvé utile pour introduire ce web séminaire et les propos des intervenants. Donc en 2018, étaient recensés, d'après les chiffres officiels, plus de 800 installations de biogaz en France, dont 76 en injection, ce qui représente une production effective de biogaz donc consommée de 6 TWh et 4000 emplois, directs et indirects, donc sur la chaîne de valeur du biogaz. C'est 500 entreprises françaises qui sont liées aujourd'hui à la filière biogaz, dont 35 équipementiers fabricants, parce qu'on va voir aussi que la phase de développement et d'installation de ces unités de méthanisation est importante. Ça représente 695 millions d'euros générés par l'investissement et l'exploitation maintenance de ces installations. Qu'en est-il en perspective à 2030 ? Donc, pour répondre à cette question, Transition a travaillé en trois scénarios. Un premier scénario, un scénario bas qui repose sur les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE. Un scénario intermédiaire qu'ils ont appelé filière gaz et un scénario plus optimiste qui est l'optimisation des potentiels. Donc là, on va maximiser l'exploitation des gisements. Donc vous avez sur le graphique là l'évolution de la production de biogaz. Donc on compte en biogaz effectivement consommé entre 2017 et 2030. Ce qui nous amène au scénario bas, donc PPE, à une consommation multipliée par 4 en 2030, alors que le scénario optimisation des potentiels, on a une multiplication par 8,6 de la production en 2018 à l'horizon 2030. On voit qu'il y a des gens qu'on admette qui nous rejoignent en cours de route. Excusez-moi. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, les unités prises en compte sont bien, dans l'étude, ils prennent bien en compte à la fois les installations en cogénération et les installations en injection. Il y a 6 variétés, typologies d'installations qui sont considérées par grande catégorie. Donc pour la cogénération et l'injection, ce qui varie, c'est la taille des unités et surtout la nature des intrants, donc allant des intrants agricoles aux déchets non dangereux, aux bouts de station, etc. Sur les projections 2030, ça nous amène on voit que pour ce qui est des installations en cogénération, c'est stable
quel que soit le scénario. Donc, on est environ à 2000 installations en 2030, ce qui représente 10 TWh de production de biogaz. Alors qu'en injection, il y a une variation entre les 3 scénarios, allant de 1000 installations pour le scénario bas de la PPE à 3000 installations pour le scénario optimisation des potentiels. Donc, une variation entre 18 TWh et 50 TWh pour le scénario optimisation. Ce qui différencie ces scénarios sont notamment l'impact des mécanismes de soutien. Dans le scénario PPE, on baisse de 30% les mécanismes de soutien très rapidement, donc d'ici 2023. Ensuite, la production se stabilise et puis réaugmente à partir de 2024, alors que dans le scénario optimisation des potentiels, le développement se fait de manière développement de la filière se fait de manière continue, avec une faible baisse des mécanismes de soutien tout au long du temps. Ah, une question de la part de la méthanisation sur la production totale en ENR en France. Eh bien, je réalise que je ne suis pas capable de vous répondre. Mais si parmi les participants, quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à répondre par écrit. Mais je peux chercher en parallèle. Oui, on peut prendre le temps effectivement de chercher la réponse à cette question pour la donner ultérieurement. Et peut-être juste une petite précision en complément du compte-rendu, si on n'a pas les réponses à toutes les questions aujourd'hui, on mettra également en lien un stock de ressources sur la méthanisation à la fois de façon généraliste et aussi sur les enjeux plus spécifiquement d'animation et de formation. Je poursuis sur la projection à 2030, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'impact en emploi créé dans la filière méthanisation. Donc en 2030, cette étude nous dit qu'il y aura entre 17 000 et 53 000 emplois donc à l'horizon 2030, donc créés. Donc c'est une multiplication par 4 au moins du nombre d'emplois dans la filière, donc pour le scénario PPE, jusqu'à une multiplication par 13 si on est dans le scénario optimisation des potentiels. Donc là, on parle bien des emplois directs, indirects, donc avec les précisions et le périmètre dont je vous ai parlé au démarrage. Pardon, ça je me trompe. Alors, ils ont fait également une projection cartographique pour se rendre compte région par région où allaient se trouver ces emplois. Alors, cette projection repose non pas sur l'ambition portée par les régions, mais sur les dynamismes de filières locales. Et donc, ils projettent ce qui se passe déjà aujourd'hui dans le développement de la filière. Et donc, on voit quand même une différence entre les 3 scénarios. Donc, les cartes, là, c'est les 3 scénarios. Avec dans le scénario optimal, on voit une plus forte différenciation entre les régions, avec notamment pardon, excusez-moi. Non, une plus forte différenciation avec les régions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on verra après sur ces cartes seront à mettre en regard après sur là où se développent les formations aujourd'hui sur les métiers de la méthanisation. Voilà, alors et donc je prends le relais du coup, pour aborder plus spécifiquement les enjeux d'emploi et de formation, donc toujours en lien avec ces scénarios à l'horizon 2030. Donc à partir de là, on vous présente seulement les estimations qui concernent le scénario PPE. Mais sachant que l'étude qui est disponible en ligne reprend tous les éléments que je m'apprête à vous présenter de façon déclinée selon les 3 scénarios. Donc, si ça vous intéresse de regarder, c'est des éléments qui sont tout à fait accessibles. En prenant le scénario PPE, donc ce qui apparaît, c'est que en moyenne, il y a par installation de méthanisation 3 à 4 créations d'emplois directs, notamment pour l'exploitation et la maintenance. Et donc le graphique qui s'affiche ici vous donne la répartition de ces différents
de ces différents emplois créés en fonction des différents postes et des différentes catégories d'emplois. Donc de l'étude à ingénierie à l'exploitation et la maintenance sur la droite, donc qui apparaît comme se détachant qui se détache comme étant la catégorie d'emploi la plus fortement concernée par des créations. Donc le tout étant exprimé en milliers d'ETP. Et donc ensuite, l'étude détaille donc les différents types de postes concernés et les enjeux associés en fonction de cette catégorie d'emploi. Donc c'est un tableau qui se présente en deux parties, donc sur cette slide et la slide suivante. Et ce qui apparaît, c'est qu'en termes d'enjeux de formation, pour soutenir le rythme de ces créations d'emplois, toujours à horizon 2030, les enjeux de formation concernent surtout les métiers des études, ingénierie et il manque une partie sur mes, sur mes slides également, donc maintenance et exploitation. Donc ça apparaîtra dans la slide suivante. Et donc également, ce qui apparaît, c'est des enjeux d'attractivité qui concernent plutôt les métiers autour de l'installation et de la maintenance. Donc ici, donc, vous avez sur le tableau détaillé les types de postes concernés pour les études et ingénierie, donc c'est-à-dire des postes type chef de projet, coordinateur de projet, chargé d'études, ingénieur, etc., qui vont travailler dans des bureaux d'études ou des ensembliers, ou qui vont avoir un rôle de développeur de projet au niveau territorial. Et donc pour la seconde partie de ce tableau-là, donc ce qui apparaît, là ça détaille les postes qui ont trait plutôt à la partie équipement, pose des équipements, production et transport des CIVE. Donc CIVE, c'est les intrants à vocation. Les cultures à vocation voilà, énergétique. Exactement. Et enfin, les catégories de postes qui concernent l'exploitation et la maintenance. Donc, ce qui apparaît, donc effectivement, c'est ce que je signalais tout à l'heure. Donc, en vert clair, ce sont les postes pour lesquels Transition et les partenaires de la réalisation de l'étude ont identifié des enjeux qui sont davantage des enjeux d'attractivité. Donc d'attractivité des postes. Et pour l'exploitation, c'est ce qui apparaît en vert un peu plus foncé, et ce sont plutôt des enjeux de formation pour les personnes qui sont en charge de l'exploitation des unités de méthanisation. Donc pour des postes de type responsable d'exploitation, technicien d'exploitation, et qui peuvent être impliqués sur des unités de méthanisation, qu'elles soient agricoles ou alors sur plutôt des unités, ou en tout cas plutôt liées aux stations d'épuration ou aux régies. Et donc, pour cibler plus spécifiquement les enjeux en termes de formation, donc la dernière partie de l'étude met en parallèle les chiffres qui concernent l'offre de formation existante et le nombre d'ETP qui seraient à former sur les différents types de postes à horizon 2030. Donc, en ce qui concerne les formations actuelles, donc ils ont travaillé à partir du catalogue de formation de l'association technique énergie-environnement, dont le club Biogaz recense les formations disponibles année par année sur la méthanisation. Donc 51 formations qui étaient recensées en 2019, avec majoritairement une offre de formation courte destinée à un public plutôt en phase exploratoire, donc avant l'installation de la méthanisation, voire avant la formalisation du projet, et des formations agricoles qui sont encore peu nombreuses mais qui se développent, donc c'est ce que Étienne Albin nous présentera à l'instant. Et en tout cas, si on rapporte ça au nombre d'ETP, donc équivalent temps plein à former d'ici 2030, donc là, dans les cercles gris que vous avez à droite, donc les deux chiffres en fait correspondent aux différents scénarios. Donc par exemple sur les études, si 300 ETP, c'est si on garde en tête le scénario de la PPE, 1800, c'est plutôt pour le scénario d'optimisation que vous présentez, Charlotte.
Et donc, de même, sur l'exploitation, c'est une fourchette qui irait de 4 500 ETP à 12 300, avec en termes de mesure une nuance qui est de taille, qui est de savoir que, donc là, ce sont des chiffres qui sont exprimés en équivalent temps plein, et en fait, qui est donc un nombre inférieur au nombre de personnes formées, puisque les personnes ne sont pas forcément impliquées à temps plein sur le projet de méthanisation, et donc il y a un écart qui est à prévoir. Voilà pour cette petite mise en contexte sur les enjeux de formation et de développement de la filière. Hop. Alors, on a du coup encore peut-être avant de passer la parole à nos intervenants, une question de Damna Rossignol qui concerne encore du coup des éléments généralistes sur la méthanisation. Donc, qu'est-ce qu'une petite unité de méthanisation? Qu'est-ce qu'une grande unité de méthanisation? Quel type se développe le plus et fonctionne le mieux? Peut-être pour répondre à ces éléments, donc on ne va pas rentrer peut-être dans le détail là tout de suite, mais on peut vous renvoyer en revanche à des ressources qui viennent d'être publiées par plusieurs adhérents du CLER, donc notamment Énergie partagée en lien avec Solagro et l'Institut Négawatt, et qui viennent de publier du coup des articles très clairs et détaillés sur la méthanisation, du coup, des éléments généraux sur la méthanisation d'une part, et d'autre part des éléments plus spécifiques sur l'impact de la méthanisation sur les projets agricoles, où vous pouvez trouver des éléments détaillés sur en gros quels sont les impacts et les spécificités du fonctionnement des petites et grandes unités. Voilà. Et on pourra éventuellement revenir sur ces points à la fin de l'échange s'il nous reste un petit peu de temps. Voilà. Je vous propose de passer la parole à Saraline pour qu'elle nous explique qu'est-ce qui est mis en place au niveau Nouvelle-Aquitaine pour soutenir le développement de la méthanisation. Et puis, je pense que Saraline, vous pourrez peut-être répondre à cette question de la typologie des unités présentes, en tout cas qui se développent en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Alors, donc, on arrête de partager notre écran et on va également désactiver notre vidéo. Saraline, on te laisse partager, mettre en place le partage? Oui. Ok. C'est bon? Vous voyez le diapo? Alors oui, de notre côté, c'est bon. Oui. Peut-être le mettre en place. Ok. C'est parfait. Très bien. Bon, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Saraline Rizard, animatrice Méthanaction à la Fédération régionale des CUMA de Nouvelle-Aquitaine. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, Méthanaction, c'est un dispositif régional en Nouvelle-Aquitaine d'accompagnement à l'émergence des projets de méthanisation. Comment ce dispositif est né? Alors en fait, il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a une forte volonté régionale politique de développer la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine. Là, on a des objectifs qui sont à 2030 d'avoir 30% d'approvisionnement en gaz vert et à l'horizon 2050, 100%. Donc, des objectifs régionaux forts et un potentiel également d'intrants pour la méthanisation important en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pourquoi initier ce dispositif Méthanaction et quels sont les acteurs à l'initiative de ce dispositif? Eh bien, ce sont deux acteurs publics, l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine, qui, il faut savoir, sont les deux seuls financeurs publics qui vont aider à l'investissement lors du développement d'unités de méthanisation. Donc, l'ambition en fait de ces deux acteurs, c'est de faire émerger un nombre croissant de projets de méthanisation en Nouvelle-Aquitaine et de tout ça dans un contexte favorable au développement des projets. Tout ça dans l'optique en fait de ne pas avoir de contre-référence sur le territoire et voilà, de créer un contexte favorable et d'accompagner en fait toutes les initiatives de développement de méthanisation sur le territoire.
Donc, dans ce contexte-là, il y a eu la création du dispositif Méthanaction, dans l'objectif de créer ce contexte favorable pour faire développer des projets qui tiennent la route et qui ne seront pas des contre-références sur le territoire. Donc, c'est un dispositif, comme je vous l'ai dit, initié et financé par l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine et piloté par 2 structures agricoles qui sont la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et la Fédération régionale d'écumas de Nouvelle-Aquitaine, dont je fais partie. Alors, pourquoi avoir confié l'animation de ce dispositif à 2 structures agricoles? Eh bien, parce que le besoin d'accompagnement, il se fait le plus ressentir dans le monde agricole, chez les agriculteurs. Bien que Méthanaction est un dispositif destiné à toutes sortes de projets, aussi bien des projets agricoles, industriels, territoriaux, nous accompagnons tous ces projets, mais le besoin se fait essentiellement ressentir dans le monde agricole. C'est pourquoi l'animation a été confiée à 2 structures agricoles. Donc, cette animation, elle repose sur 3 animatrices régionales, 2 à la FR-CUMA et une en chambre régionale. Ce dispositif existe en fait depuis 2017 à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Il existait avant à l'échelle de l'ancienne Aquitaine et il a été gardé lorsqu'il y a eu les nouvelles régions, donc depuis 2017 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif à destination de tous les porteurs de projets, qu'ils soient agricoles, individuels, collectifs, industriels, territoriaux. Tout le monde peut être accompagné par ce dispositif. Plus concrètement, qu'est-ce que nous, dispositif Méthanaction, on apporte en fait à ces porteurs de projets? Dans un premier temps, on a vocation à être un guichet unique d'information concernant toutes les subventions publiques. On est en lien permanent avec l'ADEME et la région et notre objectif va être d'identifier au plus tôt les porteurs de projets sur le territoire afin que l'ADEME et la région puissent entrer en contact avec ces porteurs de projets, puisque plus un porteur de projet sera identifié tôt et plus il y aura d'échanges avec les financeurs, mieux au moment du dépôt de demande de subvention, et l'instruction se fera plus facilement, il y aura moins d'échanges, d'allers-retours entre les financeurs et les porteurs de projets. Donc, au-delà de ça, d'être un guichet unique d'information pour tout ce qui est subvention, on a pour vocation d'accompagner les porteurs de projets techniquement et méthodologiquement. Et ça va se faire à travers en fait une proposition d'offres de services comme des formations, des journées techniques, des circuits de visite. Ça, je détaillerai un peu plus dans le reste de ma présentation. On a également un rôle de capitalisation sur les différents retours d'expérience qu'on va avoir sur les unités en fonctionnement en Nouvelle-Aquitaine. Donc, tout ça, comment concrètement ça se traduit sur le territoire Nouvelle-Aquitaine? En région, donc comme je vous l'ai dit, on est 3 animatrices régionales, mais on travaille en lien fort avec ce qu'on va appeler des relais locaux. Alors, les relais locaux, ils vont être sur le terrain, en fait, en département. Généralement, ils font partie soit d'une chambre départementale d'agriculture, soit une fédération départementale de CUMA. Et ce sont eux qui vont être peut-être dans un premier temps directement en contact avec les porteurs de projets. En parallèle, donc, ces porteurs de projets peuvent être accompagnés non seulement par les relais locaux, mais également par les animatrices régionales. L'accompagnement se fait en parallèle et en complémentarité. Donc, nous, on propose en région une offre de services complémentaire en fait avec ce que en département, en local, on pourra trouver. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la frise, en fait, Méthanaction est présente en fil rouge tout au long du développement du projet.
à partir de l'émergence du projet, où là, on est dans la phase opportunité, jusqu'à l'étude de faisabilité, jusqu'au développement du projet et enfin jusqu'au fonctionnement. Et ça, ces différentes étapes de développement du projet, nous, on est en fil conducteur et les porteurs de projet vont avoir un interlocuteur, différents interlocuteurs selon les étapes auxquelles ils vont passer. Et c'est important qu'ils gardent en fait un même interlocuteur tout au long de leur développement de projet pour ne pas être perdus. Aujourd'hui, on est actuellement à 115 projets qui sont suivis au sein de Métanaction. Donc 115 projets à partir de l'émergence jusqu'à la partie financement. Donc là, c'est un petit zoom sur ce qu'on fait en termes de capitalisation sur les sites en fonctionnement. Voilà, l'objectif, c'est que dès qu'il y ait une unité en fonctionnement en Nouvelle-Aquitaine, on élabore ce qu'on appelle des fiches évolution des pratiques agricoles. En fait, c'est une fiche résumée de l'unité de méthanisation et qui explique comment elle s'insère dans le projet agricole, voilà, quels sont les intrants, quelles sont les techniques agricoles qui ont été mises en place suite à cette unité. Et ces fiches-là, en fait, sont disponibles sur notre site internet et n'importe quel porteur de projet peut les consulter et s'en servir pour avoir des retours d'expérience et pour capitaliser, en fait, sur les expériences de ses pairs. Et alors là, c'est le planning de nos actions 2020. En fait, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on fait, en fait, tout au long de l'année. Donc là, j'y viens sur les formations. On a une offre de formation aujourd'hui qui est de 3 formations que nous déroulons en fait plusieurs fois et dans des endroits géographiques différents afin en fait de couvrir la région Nouvelle-Aquitaine parce que bon, on est sur 12 départements. Quand on fait une formation entre les Pyrénées, si on fait une formation à Bordeaux, entre les Pyrénées-Atlantiques et le nord des Deux-Sèvres, c'est compliqué pour les agriculteurs de se déplacer. Donc, on a 3 formations qui vont être déroulées, comme je vous l'ai dit, à des temps différents et à des endroits géographiques différents. Et ces 3 formations vont être à destination de cibles différentes, selon en fait à quelle étape le porteur de projet va se trouver. Pour les porteurs de projets qui sont à l'émergence, qui sont au tout début de leur projet, on a une formation qui s'appelle formation maîtriser mon projet de méthanisation. Ça, c'est une formation de 4 jours où il y a 2 jours théoriques en salle et 2 jours de visite d'unité. Les 2 jours théoriques sera pour objectif en fait de donner les bases techniques aux porteurs de projets sur mon gisement, quel gisement je peux avoir avec quel potentiel méthanogène, sur le digestat, comment je gère mon digestat, le process, voilà, quel process choisir, quelle valorisation de mon biogaz. Ensuite, donc cette partie technique là sur tout ce qui va être process de méthanisation. Un deuxième jour sur une partie un peu plus méthodologie, voilà, comment je développe mon projet de méthanisation, à qui je m'adresse, quelle est la réglementation autour d'un projet de méthanisation. Donc ça va être pour les 2 jours théoriques. Et ensuite, les 2 jours de visite avec différentes unités. Les visites, l'objectif en fait, c'est de faire visiter des unités plus ou moins différentes en fait. On va aller visiter une unité injection, une unité cogé, parce que l'important c'est que le porteur de projet puisse se faire une idée de ce qu'est la méta et puisse se faire en fait sa propre vision de la méthanisation pour pouvoir définir ses objectifs sur son projet.
Donc ça va être une formation qui va être dédiée à des porteurs de projets qui commencent. Ensuite, on a une deuxième formation qui, elle, va plutôt se dédier en fait à des porteurs de projets qui sont en phase de financement, au moment où ils vont devoir réfléchir à leur business plan, à présenter en fait leur projet à leur banque, où là, ces 2 jours de formation, l'objectif est de pouvoir donner les armes, entre guillemets, aux porteurs de projets pour qu'ils puissent présenter correctement son projet à ses partenaires financiers, parce que c'est pas toujours facile. Les porteurs de projets ne prennent pas toujours aussi les choses dans le bon ordre, ils ne comprennent pas toujours non plus les chiffres dont on parle, qu'est-ce qui est important de développer, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et cette formation-là, c'est vraiment dans l'optique de leur donner les outils pour qu'ils maîtrisent la partie financière de leur projet. Et enfin, une troisième formation qui est la formation biologie, qui elle va s'adresser plus à des porteurs de projets en fin de développement de leur projet, c'est-à-dire phase construction, montée en charge, où là, c'est une formation plutôt technique sur un jour qui va donner les outils aux porteurs de projets pour maîtriser la biologie de leur digesteur. Parce que voilà, comme vous le savez, il y a la biologie dans le digesteur, c'est super important. Enfin, si la biologie dans votre digesteur, ça va pas, il n'y aura pas de production de biogaz, donc pas de production de biogaz dit pas de rentabilité. Donc celle-là a beaucoup de succès. Les porteurs de projets sont beaucoup en demande. Et donc, voilà, on a ces 3 formations-là. Donc, on les décline dans le temps et géographiquement, mais également, ces formations-là ont lieu en complémentarité avec les formations que les relais locaux vont proposer. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on vient en complémentarité. Donc, les relais locaux peuvent très bien organiser leur propre formation en prenant le même programme que nous et les proposer pour leur territoire. Et dans ce cas-là, on se coordonne pour que les formations couvrent bien les besoins du territoire. Saraline, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les relais locaux, nous donner des exemples de relais locaux et où on peut trouver la liste des relais locaux? Oui, alors tout à fait, c'est ça que j'ai oublié de mettre dans le diaporama. Il y a un annuaire des relais locaux qui est disponible sur notre site internet Métanaction. Et en fait, dans chaque département, vous avez un relais local qui est identifié. Ces relais locaux, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas forcément tous dans les mêmes structures. Voilà, vous avez peut-être des fois sur certains départements des relais locaux qui vont se trouver en chambre d'agriculture et d'autres en fédération départementale de CUMA. Mais la majorité font partie quand même des chambres d'agriculture départementales. Et voilà, tous n'auront pas non plus les mêmes compétences. Certains seront beaucoup plus experts, mais au moins tous ont des notions de méthanisation. Voilà. Comme par exemple en Lot-et-Garonne, dans le 47, on a, nous, le relais local dans le 47, ça sera Comet 47. Je vous en dirai peut-être 2 mots un peu plus tout à l'heure, puisque c'était l'objet en fait de l'intervention suivante. Mais bon, on est en lien beaucoup avec Comet 47, donc je pourrais vous en dire 2 mots un peu plus sur ces relais locaux. Voilà, donc là, c'est ce qui était pour la partie formation. On a également aussi, on organise annuellement ce qu'on appelle des journées techniques. Alors là, l'objectif, ça va être sur une thématique précise. On sent qu'il y a un besoin d'éléments de réponse. On va organiser une journée technique avec des experts sur la question. Et on va faire venir les porteurs de projets et il y aura des interventions et des moments d'échange pour qu'à la fin de cette journée, les porteurs de projets repartent avec des éléments de réponse pour leur projet. Là, cette année, par exemple, c'était sur les digestats. Donc, on a abordé comment on gérait les digestats sur une unité de méthanisation avec le témoignage de 2 unités de méthanisation. Et là, les porteurs de projets ont pu échanger, ont pu poser leurs questions, leurs doutes, et les témoignants ont pu apporter leurs réponses via leur expérience.
On a fait intervenir également des experts sur le sujet, des chercheurs sur la composition du digestat, des agronomes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de porteurs de projets qui se posent la question de voilà, le digestat, quelle qualité agronomique je vais retrouver dans mon digestat et comment ça va pouvoir répondre en fait aux besoins de mes cultures et de mon sol. Donc, ça, c'est une journée technique qu'on fait en fonction des besoins, des questions que se posent les porteurs de projets. On a vocation aussi à les mettre en réseau, ces porteurs de projets, et ça se concrétise par une journée qui s'appelle la rencontre au pied des méthaniseurs, où là, l'objectif est vraiment de faire juste une journée pour les porteurs de projets, où ils vont se retrouver entre pairs, ils vont pouvoir échanger sur une thématique précise et voilà, avancer en échangeant leurs différentes expériences. Donc, voilà. Donc là, vous avez les différents événements qui sont prévus pour 2020. Et enfin, je voulais terminer par une petite cartographie. Alors, je me suis trompée, c'est pas la cartographie qui est à jour. Bon, alors fin 2019, on était plutôt à 76 sites en fonctionnement en Nouvelle-Aquitaine, avec 16 unités de méthanisation en construction. Et là, pour les unités qui sont en projet, donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup d'unités en injection. Là, sur la carte, avec les petits pictogrammes, il y a très peu d'unités en injection. Mais la tendance s'inverse actuellement. Là, sur les 115 projets qu'on suit actuellement, il y en a 3/4 déjà, comme typologie, ce sont des projets agricoles, et 60% de ces 110 projets seront destinés à être en fait en injection. Voilà. Donc, dans les années à venir, on aura une part d'unités en injection qui va être grandissante. Pourquoi une telle inversion? Comment? Pourquoi une telle inversion? Pourquoi aujourd'hui on se tourne vers l'injection plutôt que la cogénération? Ouais. Alors, parce que en fait, pas le problème, ce qui va être lié à la cogénération, le souci, ça va être en fait la valorisation de la chaleur. Donc la cogénération, hein, c'est production d'électricité et de chaleur. Et la valorisation de la chaleur, elle n'est pas toujours possible en fait sur les exploitations, quoi. Ça va être possible, par exemple, dans tout ce qui va être exploitation avec transformation à la ferme pour chauffer les laiteries ou ces choses comme ça. Mais ça va être la partie valorisation de la chaleur qui va être difficile à trouver pour les projets. Et l'injection, la tendance est à l'injection parce que chez les porteurs de projets, c'est quelque chose qui va être plus rentable, disons, dans leur plus rentable et plus facilement gérable, puisqu'il n'y a pas la valorisation de la chaleur. Ça répond à la question. Tout à fait. Voilà. J'avais une autre question au début de ta présentation. Tu nous as parlé pour éviter les contre-références. Oui. C'est quoi une contre-référence? Une contre-référence, ça va être une unité où il y aura des problèmes, comment dire, d'acceptabilité sociale sur le territoire, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous regardez un peu les articles au sujet de la méthanisation, voilà, dans la presse, mais voilà, la majorité de ces articles décrit quand même la méthanisation. Quand il y a un process qui va mal tourner, par exemple, souvent, ce qui pose problème, ça va être les questions d'odeur pour les grosses unités industrielles où, par exemple, il y a un problème de process, ce qui fait que le digestat à la sortie du process peut avoir une odeur. Et ça, on va le retrouver directement sur la presse, et c'est la filière méthanisation entière
qui va en pâtir. Sauf que normalement, le digestat, ça ne sent rien s'il y a un process qui est maîtrisé. Donc voilà, et si on ne sait pas comment maîtriser le process, alors forcément, il y aura des erreurs techniques qui vont être faites, et donc du coup, qui vont poser problème pour l'acceptabilité d'un projet, et donc ça va en faire partir en fait la filière entière. Mais si les porteurs de projets, dès le départ, savent comment faire, comment développer leur projet correctement, comment techniquement, quel process choisir, etc., eh ben, on n'aura pas ce genre de problème et l'unité tournera bien. Parce qu'on parle des unités qui ne vont pas, mais on montre très peu les unités pour lesquelles ben, ça marche et il n'y a pas de souci. Alors, Mathieu Ourliac nous précise l'intérêt donne des éléments complémentaires sur l'intérêt de recourir à l'injection lorsque le réseau de gaz est accessible. Il nous dit que le tarif en injection combiné au rendement de l'unité et aux OPEX du moteur de cogénération fait que lorsque le réseau de gaz est là, et on a tout intérêt à aller vers l'injection. Le gaz dans le réseau. Tout à fait. D'ailleurs, petite précision, lorsqu'il y a un projet de méthanisation qui est en cogénération, qui a plus de 300 kW électriques en puissance, l'ADEME et la région demandent qu'il y ait une étude pour un scénario en injection qui soit faite. Et peut-être juste une précision par rapport à ce que tu dis sur l'acceptabilité sociale des projets de méthanisation, donc qui est effectivement un enjeu très important, qui n'est pas le sujet qu'on voulait développer en particulier aujourd'hui, mais on peut renvoyer sur ce point sur des ressources qui ont été faites par Énergie Partagée, et notamment un web séminaire sur la méthodologie de dialogue territorial et du rôle des collectivités dans ces processus-là. Donc, des ressources qu'on redonnera à l'issue du web séminaire également, si ça vous intéresse de pouvoir creuser cette question. Est-ce que tu peux nous décrire un peu du coup l'articulation entre votre travail à Méthanaction et puis un relais local comme Comet 47? Alors, déjà, je vais vous présenter un peu plus Comet 47. Qu'est-ce que c'est quoi la démarche? Donc, en fait, c'est un programme qui a été initié par le syndicat d'énergie du Lot-et-Garonne, donc du 47, où en fait, il y a eu une étude de potentiel de gisement dans le 47 qui a été faite. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans ce département-là, il y avait un gros potentiel en termes de gisements méthanisables. Et donc, d'où l'initiative de ce programme Comet 47, qui regroupe plusieurs partenaires, donc le SDE 47, la Chambre d'agriculture 47, la Fédération départementale des CUMA du 47, le bureau d'études Solagro, et l'agence de concertation Kelia. Alors, dans cette démarche-là, dans un premier temps, Comet 47, on organisait ce qu'on appelle des journées peut-être de sensibilisation auprès des agriculteurs du département pour leur expliquer ce qu'était la méthanisation, qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. Et après, Comet 47 a ouvert un appel à candidature pour des porteurs de projets qui seraient intéressés pour se faire financer en fait une étude de faisabilité. Donc voilà, un porteur de projet en 47 qui est intéressé par la méthanisation, il peut déposer sa candidature auprès de Comet 47. Comet est avec quelques ébauches de projets, et Comet 47 décide ou non de faire financer en fait une étude de faisabilité par Comet, par la démarche Comet. Sachant qu'en fait l'étude de faisabilité, elle va rien coûter en fait aux porteurs de projet. Et ensuite, donc tout au long en fait de la partie émergence, Comet 47 va accompagner le porteur de projet en lui faisant son étude de faisabilité, mais également en le dirigeant vers des formations, vers des circuits de visite.
Donc, nous, par rapport à Méthanaction, on sait que Comet 47 va très bien gérer en fait la partie émergence des projets et on va venir en complémentarité avec eux. Voilà, moi, je suis beaucoup en lien avec la personne de la Chambre d'agriculture du 47 qui va me dire, ben voilà, écoute Saraline, moi je vais faire une formation, je voudrais bien faire une formation maîtriser mon projet. Est-ce que je peux reprendre ton programme de formation? Ben, pas de souci. Et en contrepartie, je lui demande, bah voilà, si tu fais ta formation dans le 47 pour tes porteurs de projets, est-ce qu'il y a possibilité que les départements autour, limitrophes, si on en a quelques-uns de porteurs de projets, ils puissent se diriger vers ta formation? Eh ben, il n'y a pas de souci. Et je sais que la partie sud, Sud-Aquitaine, là, va être couverte par cette formation-là. Et que si moi, je dois faire une telle formation dans le nord, parce qu'il y a un besoin qui se fera sentir plus dans le nord, je vais le faire sans souci. Donc voilà, et ça va être des choses comme ça, voilà, en complémentarité. Pareil, si moi j'ai un circuit de visite, je vais demander aux relais locaux quels sont les besoins chez vos porteurs de projets. Est-ce qu'ils ont plus besoin de voir des unités en injection, en cogé? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir? Et c'est comme ça qu'on construit en fait petit à petit l'offre de service qui va le plus correspondre aux besoins des porteurs de projets. Merci pour ces explications. Je vous propose de passer la parole à Étienne Albin pour qu'il nous présente les formations développées par son établissement. Alors, Étienne, donc est-ce que tu peux lancer le partage d'écran? Merci beaucoup, Saraline. Pardon. Oui. Donc, Étienne Albin, donc je répète, donc formateur et coordinateur donc, de formation en méthanisation. Initialement, je suis formateur en agronomie, donc j'interviens pour des futurs responsables d'exploitation agricole. Hein, c'était dans les années 2000. Et rapidement, on a développé des formations diversification en méthanisation. Donc ça, c'était des petites formations début 2000. Et vers, on va dire, 2014, on s'est aperçu, enfin déjà avant, on s'est bien rendu compte que la méthanisation, c'était un métier et des petites formations, pour nous, ce n'était pas suffisante. Donc, donc voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le diplôme universitaire qu'on a mis en place en 2014. Ensuite, je vous présenterai le parcours exploitation, le CS RUMA, qui a débuté cette année, donc cette nouvelle formation. Je vous présenterai également les formations courtes qu'on met en place et l'offre de formation à venir, notamment le parcours conception, on verra, du BPREA. Je vous ferai un petit zoom également sur comment on choisit sa formation. Voilà, quelle est la formation la plus adaptée, comment se passe le recrutement et les inscriptions, le financement de la formation et puis le dispositif qui émane de ce qu'on fait à Bar-le-Duc de formation donc, au niveau national. Vous m'entendez? Oui, on vous entend toujours très bien. Bon. Alors, donc le diplôme universitaire, donc je vous ai dit, donc ça a débuté en 2014. Donc les métiers visés, deux types de métiers, chargés d'études, donc c'est tous des personnes qui interviendront chez les constructeurs, dans les bureaux d'études ou voire dans des chambres d'agriculture. Et un deuxième type de métier, c'est tout ce qui est chargé d'exploitation. Donc là, on va retrouver les responsables de site, des salariés dans des unités de méthanisation, qu'ils soient individuelles ou collectives, agricoles ou industrielles. Voilà. Le public dans ce diplôme universitaire, c'est un niveau Bac plus 2, minimum. Et le profil, eh bien, c'est tout ce qui est agricole, électrotechnique. En fait, le diplôme universitaire, en fait, on part d'un profil avec une spécialité, hein, ça peut être maintenance, par exemple, et on va former spécifiquement le candidat à la méthanisation. Aujourd'hui,
pour les candidats qui viennent et qui s'intéressent au diplôme universitaire, je dirais que je ne vais plus trop sélectionner sur leur spécialité. Je vais plutôt sélectionner à leur volonté de faire de la méthanisation. Voilà, l'expérience m'a montré qu'un candidat qui était vraiment motivé, même si il n'avait peut-être pas une formation de départ appropriée, voilà, pour moi, c'est pas un frein. Il peut être une très bonne personne dans la filière. Alors, le DU, donc c'est un partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le Pédagro et l'ENSAIA. Hein, donc, on s'est rencontrés en 2014 et on avait la même idée ensemble. Et rapidement, donc, on a mis en place ce diplôme universitaire. C'est l'organisation, donc c'est 12 semaines de formation et 17 semaines de stage en entreprise, et qui se déroule en 6 unités d'enseignement en alternance avec des périodes en entreprise. Il y a 3 unités qui sont faites par l'ENSAIA et 3 par le Pédagro de Bar-le-Duc. Alors, les unités, en fait, la première unité, c'est tout ce qui est mise en place d'une activité de méthanisation. Donc là, c'est comment produire du biogaz. Donc ça, c'est la partie Pédagro. Ensuite, on a l'UE2 qui concerne tout ce qui est conduite biologique d'unité de méthanisation. Donc ça, c'est l'ENSAIA. Tout à l'heure, on a bien précisé que la biologie était importante au niveau de la méthanisation. Ensuite, tout ce qui est gestion de production et de maintenance, donc tout ce qui est intervention maintenance au sein de l'unité. En UE4, c'est tout ce qui est les aspects logistiques liés à la méthanisation. Donc ça, c'est également fait par l'ENSAIA. Et l'UE5, c'est tout ce qui est valorisation des produits donc, issus de la méthanisation, c'est-à-dire le biogaz, comment on le valorise, est-ce que c'est en cogénération ou en injection, et aussi la valorisation du digestat et comment on l'intègre au niveau du plan d'épandage, etc. Et l'UE6, c'est tout ce qui est évaluation économique, donc tout ce qui est business plan, on va dire, et puis suivi économique d'une unité. En termes de pédagogie, on a, donc c'est basé avec beaucoup d'intervenants, une quarantaine d'intervenants, donc que ce soit des professeurs d'université, des formateurs et aussi des professionnels, donc tout ce qui est constructeurs, bureaux d'études, centres d'agriculture qui interviennent également, centres de gestion, biologistes, des banques et assurances. Donc chacun a ses compétences et donc on utilise tous ces professionnels pour les formations. On fait également beaucoup de visites de sites, il y en a au moins une quinzaine minimum au cours de la formation. Les évaluations, c'est sous forme de QCM ou de projet et l'analyse d'unités. Donc je l'ai dit tout à l'heure, chaque formé a une période de stage et on utilise cette période de stage pour faire des analyses d'unités ou de projets. Et puis à la fin, il y a une soutenance de mémoire de stage. Donc ça, c'était le diplôme universitaire. Donc depuis cette année, et suite à la demande également de la profession via les agriculteurs méthaniseurs de France, l'AMF, donc il y avait le souci de former plutôt de faire de la formation spécifique à l'agriculture. Donc d'où l'idée de mettre en place ce CS RUMA, donc certificat de spécialisation responsable d'unité de méthanisation, qui concerne en termes de métier donc tout ce qui est responsable d'unité de méthanisation et tout ce qui est chargé d'exploitation. Donc là, on va pas dans ce CS, on va pas regarder tout ce qui est aspect conception d'unité de méthanisation, mais que la partie exploitation. C'est au niveau des publics, donc c'est un niveau 4 minimum, c'est-à-dire au niveau bac. Donc il faut qu'ils aient tous la capacité agricole. Donc c'est bien un diplôme issu d'un processus agricole, hein, donc tout ce qui est bac pro, BPREA, BTS aussi agricole. On peut aussi rencontrer des agriculteurs qui peuvent venir en formation et puis aussi d'autres publics. Mais ça, c'est plutôt à étudier.
Le CS RUMA, c'est un titre donc, de l'enseignement agricole de niveau 4. Donc, ça veut dire que c'est organisé et délivré en unités capitalisables, donc spécifique donc, à la formation à la fois professionnelle continue ou à l'apprentissage. C'est 12 semaines de formation et 14 semaines de stage en alternance avec les semaines de formation. Et on verra tout à l'heure, il y a 3 capacités et 4 semaines en fait par capacité. Donc au niveau des capacités, donc on a la première qui est tout ce qui est gérer les flux d'entrée et de sortie. Donc on va retrouver dedans, c'est comment alimenter le digesteur, tout ce qui est valorisation aussi du digestat. Ensuite, on verra une deuxième capacité qui est assurer le fonctionnement du méthaniseur, et où là, on va retrouver la surveillance du méthaniseur. C'est là qu'on va retrouver tout ce qui est aspect conduite biologique, notamment du méthaniseur, et puis tout ce qui est ronde quotidienne. Ensuite, tout ce qui est maintenance des installations. Donc là, on va retrouver tout ce qui est comment intervenir et comment, au niveau du plan de maintenance, que ce soit curatif ou préventif. Tout ce qui est aspect ensuite piloter l'unité de méthanisation, ça veut dire donc une première capacité qui est d'assurer la gestion provisionnelle des stocks d'intrants, donc assurer l'approvisionnement en intrants, et puis également tout ce qui est organiser les opérations liées au fonctionnement de l'unité. Donc ça, c'est tout ce qui est pilotage d'une unité de méthanisation. Donc là, on va retrouver derrière ce module tout ce qui est suivi économique de l'unité de méthanisation. Et puis aussi une préparation à tout ce qui est organisation, voire aussi préparation à tout ce qui est contrôle et tout ce qui est administratif au niveau de l'unité de méthanisation. Les modalités pédagogiques, c'est beaucoup de visites de site, une quinzaine minimum, et des apprentissages également donc sur site, donc via le stage par des professionnels, des intervenants spécialisés et une alternance donc avec entre des périodes en entreprise et des périodes en centre, et surtout avec des retours d'expérience qui ont fait la spécialité du certificat de spécialisation. L'évaluation, elle se fait en situation professionnelle et soit par des réalisations pratiques ou des réflexions à tenir, et tout ce qui est également entretien des spécifications. Derrière, donc à côté du CS RUMA et du diplôme universitaire, on propose également des petites formations. Donc là, c'est des petits, c'est-à-dire que que ce soit le diplôme universitaire ou le CS, c'est des journées également à thème et qui peut être ouvert également à d'autres publics. Voilà, donc on peut retrouver des thèmes comme découverte de la méthanisation, conduite biologique, tout ce qui est rationnement, conduite économique, et donc qui peut être donc être ouvert donc à des agriculteurs ou autres publics. On a eu des assureurs par exemple ou des agents de la DDCSPP. Alors maintenant, donc je vais vous parler de ce qui est à venir, donc l'offre de formation à venir, la demande des agriculteurs méthaniseurs, donc de la profession, au départ, était de dire, nous, on est intéressé par des formations donc, à l'exploitation, mais aussi à la conception. Bon, le ministère n'a pas pu répondre tout de suite à cette demande. Par contre, ça pouvait être répondu par l'intermédiaire d'un autre diplôme qui est le BPREA, qui est plutôt un diplôme qui est adapté au tout ce qui est projet. Et donc, on a mis en place donc ce parcours conception avec comme support de diplôme donc le BPREA. Donc, alors ce parcours donc est ouvert donc à toute personne, enfin, tout agriculteur, futur agriculteur qui veut étudier donc la mise en place d'un projet de méthanisation. Et ce parcours, eh bien, donc le public, il faut être de niveau 4, donc soit, comme tout à l'heure, un bac pro, un BPREA ou un BTSA. C'est ouvert également pour des agriculteurs porteurs de projets, et puis aussi également pour d'autres publics également. Alors, comment se passe ce niveau pédagogique ? Eh bien, on va retrouver en fait
donc ça, je vous le dis, actuellement, c'est ce qui est c'est ce qui est à venir, hein, donc en projet. L'idée, c'est que pour toute personne qui veut faire ce parcours, eh bien, la première partie, on va retrouver le CS, c'est-à-dire qu'il va, c'est ce qu'on a pu mettre en place juste cette année. Donc, cette première partie, ça sera le CS. Et une deuxième partie qui sera le parcours spécifique conception. Le retour d'expérience de cette année a montré que dans le CS RUMA, on apprenait pas mal de choses sur le fonctionnement des unités de méta, et aussi ça rentrait aussi en compte dans tout ce qui est choix des différents process, et aussi tout ce qui est aspect biologie. Et donc, du coup, commencer ce parcours conception par le CS, ce n'était pas du tout déconnant. Et puis, en plus, et ensuite, donc, avec une deuxième partie, là où c'était plutôt spécifique conception, donc un peu plus court, 46 jours de cours et 14 jours de stage, où là, on regardait spécifiquement le projet. Donc, je rappelle, le BPREA, c'est également donc un type de l'enseignement agricole de niveau 4 et qui est organisé en unités capitalisables. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 46 jours de formation, 14 jours de stage et 7 modules qui correspondent aux étapes d'un projet. Et je lis pas le. D'accord, j'ai pas les. D'accord. Alors, il me manque un. D'accord. Je n'ai pas les 7 modules. Je vais vous les donner de tête. Donc, le premier module, c'est l'étude de faisabilité qui est en 5 jours. Ensuite, c'est l'étape numéro 2 qui est de réaliser les opérations de production de l'unité de méthanisation. Ensuite, on a l'étape 3 qui est donc la conception de l'unité de méthanisation. L'étape 4 qui est tout ce qui est démarche liée à la vente des produits issus du biogaz. L'étape 5, c'est comment assurer l'approvisionnement et la gestion du digestat. L'étape 6, c'est les aspects communication et acceptabilité du projet auprès du grand public. L'étape 7, c'est tout ce qui est montage financier et business plan. Et puis, l'étape 8, c'est tout ce qui est aspect construction. On a mis également, il y avait aussi de la demande en termes de quand on a fini le projet, comment faire pour que l'étape construction se passe bien. Donc, on a un module de 15 jours sur cette étape. Alors, devant toute cette offre de formation, comment on peut s'y retrouver rapidement? Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit tableau, comment choisir sa formation. En résumé, celui qui aujourd'hui rentre et qui veut être plutôt chargé d'études, que ce soit dans le domaine agricole ou non agricole, s'il a un niveau 5, c'est-à-dire un bac plus 2 minimum, eh bien, on va lui proposer le diplôme universitaire. Si pour d'autres, si c'est un porteur de projet, s'il est dans le domaine non agricole, ça sera le diplôme universitaire. S'il est dans le domaine agricole, eh bien, soit ça va dépendre de son niveau. S'il est en niveau bac plus 2, eh bien, on pourra lui proposer soit le parcours conception, soit le diplôme universitaire, ça sera son choix. Choisir entre les deux, c'est possible de faire les deux. Ou s'il a un niveau plus bas, eh bien, ce sera plutôt le parcours conception. Pour ceux qui ont déjà fait le projet et qui sont donc du coup responsables d'unité et chargés d'exploitation, eh bien soit il est non agricole et là on peut lui proposer que le diplôme universitaire, soit il est dans le domaine agricole et là on lui proposera le parcours exploitation. Alors s'il est en bac plus 2, il pourra également faire le diplôme universitaire. S'il est en niveau bac seulement, eh bien, ça sera plutôt le CS. Et puis, pour tout agriculteur ou personne qui est en réflexion et qui a le niveau 4, eh bien, on peut lui proposer aussi des petites formations
on donne toujours 2 à 3 places pour accueillir des personnes qui voudraient faire des petits modules. Alors, comment se passe le recrutement? Alors, déjà, avant tout, par rapport à ces formations-là, aujourd'hui, je leur dirais aussi dans la conclusion, la formation existe, mais aujourd'hui, on a plus des problèmes de recherche de candidats. Hein, on manque de salariés dans le milieu de la méthanisation actuellement. Et aujourd'hui, le problème, il est plutôt dans la connaissance de la filière, plutôt que par rapport à mettre en place peut-être de nouvelles formations. Alors, comment se fait à Bar-le-Duc donc le recrutement? Déjà, la première étape, c'est tout ce qui est bouche à oreille. Hein, tout ce qui est, vous avez vu, il y avait beaucoup d'intervenants qui viennent dans nos formations. Et ça, c'est, je dirais, notre premier relais dans la communication. Donc, tout ce qui est constructeurs, banquiers et anciens étudiants, nous, il faut plutôt connaître notre formation. Nos partenaires également, hein, je vous l'ai dit, on est partenaire avec l'AMF, donc les agriculteurs méthaniseurs de France, et Biogaz Vallée, donc un cluster plutôt via tout ce qui est constructeur. On est également présent dans les salons, en journée porte ouverte, et également on a un site EPL Agro qui présente nos formations. Et puis, on a également un partenariat avec Pôle emploi qui nous permet aussi chaque année, via des mailings, de faire connaître également le métier. Lorsque les personnes veulent nous contactent, ce qu'on ils peuvent renseigner un formulaire qui est sur notre site. Ils peuvent aussi nous appeler. Et on peut aussi faire des informations collectives où ils viennent chez nous et on leur présente les formations. On va les prendre en deuxième étape en entretien. Ils vont nous expliquer un petit peu leur projet. Et la troisième étape, ce sera plutôt, et ça c'est facultatif, la mise en relation avec des futurs employeurs. L'idée derrière, c'est que derrière chaque projet, derrière chaque candidat, on essaye qu'ils aient tous déjà un emploi. C'est-à-dire que déjà, on les met en lien avec les futurs employeurs. Je vous l'ai dit, on manque actuellement de candidats. Ça veut dire que tous les semaines, j'ai au moins un appel toutes les semaines d'un agriculteur méthaniseur qui cherche quelqu'un, un salarié. Et donc, c'est facile, dès que j'ai un candidat, de rapidement mettre en relation avec un futur employeur pour ensuite que le projet soit bien pertinent pour celui qui viendra en formation chez nous. Ensuite, c'est tout ce qui est dossier d'inscription, recherche également de financement et validation. Lorsqu'on a les possibilités de financement possibles, eh bien, on valide l'inscription. Au niveau financement de la formation, on a la chance à Bar-le-Duc d'être, par rapport au diplôme universitaire, d'avoir un financement de 8 places par la région Grand Est. Donc les critères pour ces 8 places, c'est d'être demandeur d'emploi, d'avoir un bac plus 2 minimum et d'avoir au moins 4 mois de fiche de salaire. Il peut y avoir aussi d'autres financements via des OPC d'entreprise, via des contrats de professionnalisation, ou aussi on a aussi des cas d'autofinancement. Pour tout ce qui est formation courte, on a tout ce qui est Vivea ou FAVSEA, voire autofinancement. Et puis pour le parcours, donc que ce soit CS RUMA ou BPREA, actuellement il y a des financements via Pôle emploi, contrat d'apprentissage, voire Vivea. Et on a un projet avec la région d'avoir un financement comme pour le diplôme universitaire pour tout ce qui est 16 RUMA et également le parcours conception. Ce dispositif de formation, donc on l'a vu à Bar-le-Duc, mais elle se décline également au niveau national. Donc ça, c'est en partenariat également avec l'AMF.
où là, donc on a ce même type de, surtout au niveau du CS, qui se fait également dans d'autres régions. Donc c'est à l'EPL FPA du Périgord, hein, qui a ouvert aussi cette année, à l'Héréo des Herbiers, qui a ouvert également cette année et qui sera ouvert également en septembre 2020. Et puis, on a d'autres centres qui sont actuellement pas ouverts par manque de candidats, mais qui seront ouverts l'année prochaine. Donc, c'est le CFPA du Gros Chêne à Pontivy, le CFPA de Laval, donc à Laval, et au campus à Grenova, donc à Précieux. Ça veut dire que là, au niveau formation, eh bien, on a un peu quadrillé toute la France. Bon, il y a un petit peu plus de centres en Bretagne, mais ce qui est rassurant, j'ai vu tout à l'heure en introduction, c'est qu'on a vu qu'il y avait des projets, c'était un peu plus bleu, donc ce qui me rassure en termes pour remplir les classes. Voilà, j'en ai fini. Alors, simplement pour vous rappeler, hein, ma conclusion aujourd'hui, c'est qu'on manque plutôt de candidats. Hein, la filière, pour moi, n'est pas suffisamment connue par nos futurs formés. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être plus communiquer sur ces métiers. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. C'était très complet. On va pouvoir passer à la partie échange, questions-réponses. Donc, pour les participants, à nouveau, c'est possible de poser vos questions par écrit pour qu'on puisse les retransmettre aux intervenants. Nous, de notre côté, on a, pour rebondir sur la conclusion concernant le manque de candidats, peut-être une question qui s'adresserait à tous les deux, Étienne et Saraline. Est-ce que vous identifiez, vous, de votre côté, des façons de faire mieux connaître ces métiers et les débouchés en lien avec la méthanisation? Alors, je vais peut-être répondre en premier. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire et ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup communiquer avec les lycées agricoles. Donc ça, on a commencé, c'est ce qu'on va entreprendre là dès maintenant, et on a un petit peu commencé. Dans tous en fait, pour moi, les futurs formés aujourd'hui, c'est des gens qui ont des BTS agricoles. Enfin, en tout cas, pour tout ce qui est, on va dire, la partie qui me concerne, hein, c'est-à-dire les futurs responsables d'unité de méthanisation. En CS RUMA, cette année, j'en ai 13. Et je dirais que sur les 13, il y en a, on va dire, 10 qui ont un BTS agricole, au moins. Donc, pour moi, c'est vraiment la filière qui est intéressante. Donc, c'est communiquer auprès des lycées agricoles et auprès des BTS, des futurs BTS, que il y a des métiers intéressants aujourd'hui au niveau de la méthanisation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de Pôle emploi, montrer que être encore plus actif auprès de Pôle emploi pour faire connaître en fait cette filière. Hein. Aujourd'hui, le diplôme universitaire ou le CS, il permet avec des personnes qui ont une certaine spécialité, de les adapter aux futurs métiers de la méthanisation. Et là, aujourd'hui, s'ils n'y vont pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'il y a du travail et du travail intéressant dans la filière méthanisation. Voilà. Et voilà, c'est un petit peu ce travail-là. Donc, ce travail-là, on l'a un petit peu aussi entrepris avec l'AMF, Biogaz Vallée aussi, voilà, où on va essayer d'être un peu plus, actif pour faire connaître les métiers pour le grand public. Voilà, voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. Mais bon, pour moi, c'est pas encore suffisant. Et Saraline, ouais. Alors moi là-dessus, j'aurais peut-être moins d'idées, puisque en fait ça fait pas partie du cœur de nos missions, mais nous, on peut que participer en fait à
à diffuser l'information, qu'il y a besoin. Voilà, effectivement, je rejoins Étienne, c'est plutôt le rôle de communiquer auprès des étudiants, qu'il y ait des métiers qui existent, et nous, c'est pas nos missions. Mais dès qu'il y a une information à ce sujet-là, là, par exemple, il y avait une formation, alors je sais plus le titre exact de la formation, et qui s'est développée dans le lycée agricole en Dordogne, à Coulommiers. Voilà. Là-dessus, dès qu'on a su que ça ouvrait, on a relayé l'information à toute notre base de données. Bon, on ne sait pas ce que ça vaut, mais on participe à relayer les infos là-dessus, mais même si on n'est pas actif sur le sujet. Mais effectivement, il y a un besoin énorme là-dessus, de formation pour les salariés, pour les futurs salariés. Est-ce que les porteurs de projets ont conscience de difficultés de recrutement une fois leur unité en fonctionnement? Alors, là-dessus, j'aurais pas trop de visibilité pour cette question-là, parce que moi, je suis un peu nouvelle sur le dispositif Méthane-Action, donc sur les unités en fonctionnement, je vais avoir pas trop de recul. En tout cas, pour ce qui est de la maintenance, il y a des besoins énormes pour en fait des salariés sur la maintenance. Il y a des démarches collectives qui se mettent en place, en fait, des méthaniseurs qui vont qui sont en projet ou qui sont en fonctionnement, qui vont se regrouper pour essayer de trouver et mutualiser, en fait, un salarié pour la maintenance. Voilà, il y a ce genre de démarche collective qui commence à apparaître, parce qu'effectivement, il y a un besoin. Voilà, en termes, sur la terme de la maintenance. En ce qui va concerner plutôt tout ce qui est suivi d'unités au quotidien, on a des porteurs de projets qui nous font part qu'effectivement, ils ont des salariés qu'ils ont en tête, qui va être embauché une fois que l'unité sera en fonctionnement. Mais pour eux, c'est très difficile de trouver des formations pour ces salariés-là. Parce que ce qu'ils nous disaient, c'est que effectivement, ils trouvent beaucoup de formations à destination des agriculteurs, mais peu de formations, en fait, destinées à des salariés d'exploitation. Donc le besoin est là. Et Étienne, peut-être une question sur la provenance des personnes que vous avez en formation, de leur origine géographique. Du coup, vous touchez des personnes sur quel périmètre? Alors moi, je suis sur ma zone géographique, c'est-à-dire je prends, ça va surtout le Grand Est, et puis en fait, nous, on s'arrange avec, vous avez vu qu'il y a plusieurs autres, les autres centres, hein. On travaille en intelligence, c'est-à-dire on est chacun a un petit peu sa zone, quoi. Voilà. On va pas empiéter sur l'autre zone. Et si jamais il y a quelqu'un du Périgord qui m'appelle, je renvoie, je l'informe qu'il y a un lycée au niveau du Périgord, par exemple. Voilà. Donc voilà, le groupe de lycées là, enfin de CPPA qui intervient en formation au niveau des CS, on se voit régulièrement, on communique régulièrement ensemble, on est un petit réseau et on travaille en toute bonne intelligence entre nous, on partage l'expérience. Pour revenir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que les méthaniseurs en ont conscience? Ils en ont conscience de plus en plus. Effectivement, par contre, ils ont pris un temps de retard. En fait, ils veulent quand ils mettent en place leur projet, ils n'ont pas anticipé que pour former une personne, il fallait le former un an avant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui un petit peu ça. Donc maintenant, le réseau des agriculteurs méthaniseurs de France, les informe. On voit bien au niveau il y a des confs qui circulent en disant attention, un salarié, ça se réfléchit un an avant, il faut au moins un an pour le former, hein. Les gens que je forme aujourd'hui, c'est des gens qui vont prendre leur service dans l'unité de méthanisation en juin 2020. Là, hein. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, l'unité, elle est en construction. Ils peuvent pas, quand ils vont en formation, quand ils vont en stage, c'est pas chez eux qu'ils vont. C'est en train de se construire. Donc, ils vont dans des unités autres
qui fonctionnent pour vraiment apprendre leur futur métier. Et ça s'anticipe. Voilà. Et ça, aujourd'hui, quand ils m'appellent et qu'ils me disent, monsieur, on aimerait un salarié, j'ai personne à proposer parce que de toute façon, ils ont déjà une unité, ils sont déjà attribués à une unité. Et donc, c'est-à-dire que si on regarde par rapport à l'ensemble du processus de développement du projet de méthanisation, 1 an avant le démarrage, ça veut dire que c'est une réflexion qui doit intervenir à quel moment à peu près? Peut-être dès que le projet est en route, il faut déjà y penser. Est-ce qu'il faut déjà rapidement se dire qui va être le responsable de l'unité? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les membres, les associés? Ou est-ce qu'on doit embaucher quelqu'un? Et ça, souvent, ils n'ont pas encore identifié ça, qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. C'est un petit peu voilà. Là où ils sont pas, je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas assez anticipé. Ils pensent que ça demande très peu de travail, 2 heures par jour, mais en fait, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. D'où l'importance en fait que les différents porteurs de projets puissent échanger et partager l'expérience d'autres unités qui sont déjà entrées en fonctionnement et qui ont déjà essuyé les plâtres, quoi, et qui pour transmettre leur expérience, quoi. Ça, c'est super important pour les porteurs de projets qui sont en cours de développement, quoi, de pouvoir bénéficier de l'expérience des unités qui sont entrées en fonctionnement. Vous nous avez parlé tout à l'heure de démarches plutôt territoriales. Donc, vous, au sein de Méthanaction, au niveau régional, l'idée d'accompagner pour un bon développement de la filière et donc éviter qu'il y ait des contre-exemples, vous nous l'avez dit au départ, et des actions plus locales où là, on va vraiment chercher les porteurs de projets, leur donner les moyens de développer leur projet. Est-ce que ces enjeux d'emploi et de formation, ils sont perçus par les territoires qui vont lancer des études de gisement, dire que c'est une filière d'avenir pour leur territoire? Est-ce qu'ils ont la maîtrise de ces enjeux et est-ce qu'ils mettent ces enjeux de formation en parallèle quand ils font la promotion de ces filières sur leur territoire? Alors, de mon point de vue, je pense que c'est pas forcément encore le cas en fait. Voilà. Après, par exemple, dans la démarche Comet 47, je pense l'un des enjeux qui sera potentiellement déjà avancé, ça va être de dire aux habitants du territoire, vous serez approvisionnés en énergie verte. Mais c'est sûr que, de mon point de vue, ça se trouve, c'est comme ça que je le ressens, que l'argument principal, ça va être l'énergie verte, la transition énergétique, et moins ce côté formation économique, ça pourrait porter vers le territoire. Mais ce sont des arguments qui, je pense, tout doivent être présentés quand on veut aller vers le développement de la méthanisation, quoi. Un projet qui peut être durable dans un territoire, c'est un projet qui est bénéfique autant sur le plan énergétique, donc environnemental, que sur le plan économique pour le territoire, quoi. Là-dessus, j'ai pas connaissance vraiment d'action là-dessus où on dit la méthanisation, on y va parce qu'on sait que ça va rapporter de l'emploi et que du coup on va mettre la formation en parallèle pour développer la filière dans nos territoires. J'ai pas d'exemple là-dessus. Merci. Et vous, Étienne, est-ce que vous êtes en lien avec les territoires, les collectivités qui ont des démarches, une ambition sur le développement de la méthanisation? On ne vous entend pas. Attendez, hop, activé. Oui, je vous l'ai dit, vous m'entendez, c'est-à-dire, je travaille beaucoup avec tout ce qui est réseau, donc AMF et Biogaz Vallée. Hein. Voilà, donc c'est plutôt avec ces gens-là que je suis plutôt en lien. Voilà. Donc, voilà. Après, je suis très en lien aussi avec
les constructeurs, les banquiers, etc., les assureurs, voilà, qui me relaient, qui sont aussi un relais au niveau des futurs porteurs de projets, quoi. Pardon, là c'était nous qui avions oublié d'activer notre micro. Et peut-être revenir sur la partie acceptabilité sociale. Donc je ne sais plus à quel diplôme elle est rattachée, conception, je crois. Oui. Et cette partie-là, comment est-ce que vous l'avez pensée et est-ce qu'il y a une partie qui concerne l'articulation entre projets de méthanisation et collectivité sur cette partie-là spécifiquement? Alors là, c'est vrai, bon, pour moi, c'est un point important. Bon, après, je ne vois pas comment avec les collectivités, certainement, mais j'ai pas encore bien. Bon, là, j'ai vu que c'est un projet, donc mais c'est plutôt. Moi, je pensais plutôt travailler avec les travaux qu'ont fait GRDF. Ils ont fait des documents sur comment comment centrer l'acceptabilité des unités de méthanisation dans son territoire. Donc ça, il y a des choses qui sont très bien faites là-dessus. Et je voulais déjà utiliser cela. Après, il y a plein de. Après, c'est aussi travailler sur le retour d'expérience des unités de méthanisation existantes, les soucis qu'ils ont rencontrés, et aussi, surtout, en termes d'acceptabilité, il y a plusieurs thèmes. Hein. Je le vois déjà, même cette année avec les CS RUMA, hein, tous les jours. Quand je fais mon enseignement, je fais référence à ce problème d'acceptabilité. Quand on parle de culture à mettre en place, les 15%, etc., comment c'est pris au niveau du grand public, et comment, voilà, quand on parle d'unité de méthanisation, qu'on parle de surveillance, quand il y a des odeurs, voilà, comment limiter cela sur l'unité, c'est au quotidien. Donc tout ça, c'est un petit peu intégré. Donc on sait ce qui est reproché, sur quoi on est attendu, et c'est là-dessus qu'on essaye de former les gens, et surtout d'avoir une démarche, on va dire, comment dire, scientifique ou pédagogue, enfin scientifique et pédagogue, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils font, savoir expliquer des choses, les risques, et puis surtout bien l'expliquer, quoi. Voilà. Je pense que si entre le grand public et les méthaniseurs, les futurs méthaniseurs, ils réussissent à communiquer intelligemment, avoir des réponses aussi intelligentes, je pense que ça peut mieux fonctionner. Voilà. Est-ce que demain, la formation pourrait être un gage de qualité pour rassurer les riverains, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de craintes exprimées sur l'installation des unités de méthanisation? Est-ce que les collectivités aussi, dans leur positionnement justement de porteurs de dialogue territorial, etc., pourraient demain exiger que les porteurs de projets aient suivi une formation? Est-ce que vous pensez qu'on va vers ce type d'évolution? Alors, c'est pas moi qui décide, mais on en parle, oui, tout à fait. Je l'entends fortement, que ce soit même du côté des acteurs méthaniseurs, ou si je parle à un banquier, un assureur. Et si vous regardez le référentiel, que ce soit le CS, notamment le CS, donc le CS RUMA, vous verrez qu'à travers, il y a vraiment c'est vraiment écrit où on doit, voilà, le méthaniseur doit respecter son territoire, être en lien avec son territoire et respecter, avec tout, doit répondre aussi à tout ce qui est respect des ressources, donc que ce soit paysage, etc., etc. Voilà. Ça, c'est clairement écrit dans le référentiel. Donc, c'est sûr que à partir du moment où c'est écrit dans un référentiel, derrière, il y a une certification, derrière, il y a des évaluations. Et nous, à travers les évaluations, on essaye de s'assurer que le candidat a bien compris ce qu'on attendait de lui, quoi. Voilà. Merci. Je ne sais pas si Saraline voulait réagir. Ouais. Sur le thème, sur la thématique de l'acceptabilité sociale, il y a un gros point important aussi lors de
du développement d'unité, c'est la transparence en fait sur ces projets-là, quoi. Voilà, je sais qu'il y a une grosse démarche par un relais local justement Nord Nouvelle-Aquitaine par l'association Vienne Agri Meta, donc c'est notre relais local dans la Vienne, qui eux là-dessus sur l'acceptabilité sociale font beaucoup de choses et font des démarches actives vers les populations citoyennes, quoi. Ils s'ouvrent sur ils ouvrent, il y a des unités de fonctionnement, 5 unités de fonctionnement qui font des visites, un nombre de visites par an et qui ouvrent au grand public, quoi, pour justement faire de la pédagogie auprès des citoyens, leur expliquer en toute transparence comment ça marche, l'unité de fonctionnement, comment c'est maîtrisé et voilà, en toute transparence. Et là, c'est comme ça que l'acceptabilité sociale peut marcher, quoi. Si un projet se fait tout seul dans son coin et que forcément, bon, très bien, on peut se dire c'est un projet privé, ça regarde personne. Mais pour autant, après, au moment du dépôt d'un dossier, là, il peut y avoir des couacs. Donc autant dès le départ être proactif sur ce sujet-là, informer les différents acteurs de son territoire dès le départ et pour éviter ce genre de problème lors du développement d'unité, quoi. Donc, c'est sûr que la formation, c'est un gage aussi de qualité pour une unité de méta, pour dire on ne fait pas n'importe quoi sur une unité, mais la transparence, c'est aussi un gage de qualité, quoi. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, est-ce que nos participants ont des questions qui leur viennent après ces premiers échanges? On n'en a pas eu pour le moment, on peut peut-être faire un dernier appel à réaction ou questions, commentaires. Témoignages. Témoignages, oui. Bon. Peut-être pour répondre à la question du début sur les tailles d'unités, j'ai peut-être quelques chiffres à donner. Alors là-dessus, il y a comment dire, il y a pas vraiment de normalisation sur les limites d'unités de puissance. Voilà, on parle nous, en Nouvelle-Aquitaine, on va parler de petite méthanisation pour une unité autour de 100 kW électriques. Et on va parler de micro-méthanisation, alors autour d'une puissance entre 30 et 50 kW électriques. Mais ça, encore là-dessus, il n'y a rien de normé. Ces limites-là vont aussi dépendre des interlocuteurs. Pour l'injection, on va être autour de... Pour avoir une unité rentable, le seuil va être autour de 80-90 normomètres cubes de débit d'injection. Voilà, c'est quelques idées d'ordre de grandeur. Mais là-dessus, rien de normé, quoi. C'est des normes de la filière qui se limitent. Oui, merci pour ces éléments de référence. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Moi, m'en est venue une dernière. J'avais plutôt travaillé aux côtés des territoires, des collectivités. Et une des craintes exprimées était aussi de la pression sur les ressources. En fait, une peur que les unités se multiplient et qu'on soit obligé d'aller chercher de plus en plus loin les intrants. Sachant que moi, je travaillais dans le Nord, donc avec une filière très dynamique en Belgique et qui avait tendance à venir chercher les intrants de notre côté de la frontière. Est-ce que cette gestion, vous nous avez parlé dans les formations que vous avez présentées, Étienne, cette question de l'approvisionnement, est-ce que ça vous semble une crainte réelle et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que demain, on n'ait pas de pression sur les intrants? C'est une question bien sûr qui est abordée, bien sûr. Nous, on va alors l'aborder dans l'aspect autonomie de l'unité. C'est-à-dire qu'à tout moment, au niveau de son plan d'approvisionnement, l'unité de méthanisation doit être autonome, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être en capacité de le produire, ce qu'il a sur son exploitation, tout en respectant aussi tout ce qui est production alimentaire. Donc c'est un ensemble qui doit
qui doit être, en cohérence. Voilà. Et ça, c'est quelque part, je dirais, ça va même encore, ça va plus loin que cela, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander à l'agriculteur d'être autonome et de pouvoir, avec son exploitation, produire plus. C'est-à-dire produire plus, vous allez me dire, mais ça va être trop intensif. Non, en fait, on va vers des solutions, on va mettre des cultures en plus. C'est-à-dire on va essayer de faire 3 cultures en 2 ans, alors qu'avant, l'agriculteur, il mettait une culture principale. Après, pendant l'interculture, il n'y avait rien. Le sol était même à nu. Et ensuite, il remettait une deuxième culture. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver de l'agronomie et on va faire en sorte qu'il y ait toujours une culture en place et qui pousse. C'est-à-dire qu'il y a 2 cultures qui vont être alimentaires et une culture qui va être dédiée à la production d'énergie. Et ça, c'est très intéressant. J'écoutais il n'y a pas longtemps une intervention d'un certain monsieur Parmentier qui nous parlait de réchauffement climatique et comment faire pour limiter cela. Il disait il faut faire pousser de la biomasse, etc. Et ça, je trouve l'intéressant de la méta derrière, si on veut aller dans ce sens-là, c'est qu'on vous fait pousser de la biomasse. On a de la biomasse aérienne, ça on peut effectivement le mettre dans le méthaniseur ou pas, mais aussi en même temps, on a de la biomasse au niveau des racines. Et ça, c'est du stock de carbone. Et aujourd'hui, via cette méthanisation, donc on va faire des économies d'énergie fossile. On va limiter cela grâce à la production d'énergie, mais en même temps, parce qu'on va inciter les agriculteurs à capter du carbone, à faire marcher de la photosynthèse, transformer ce carbone en carbone qui va être ensuite stocké au niveau des sols. Eh bien, on peut arriver à répondre à cet objectif important de refroidir notre planète, en fait. Voilà, en stockant du carbone. Et ça, je trouve, voilà, c'est un petit peu derrière, c'est ça notre objectif. C'est quand on parle de la salabilité tout à l'heure, ça rejoint encore cela. Eh bien, on a la méthanisation et c'est ce rôle-là qu'on doit montrer, comment mettre tout ça en musique. Voilà. Effectivement, et peut-être une ressource complémentaire sur cette question, donc de signaler l'étude Metalae qui a été menée par Solagro sur le suivi de longue durée de fermes ayant engagé un processus de méthanisation et voir exactement quel est l'impact des méthaniseurs sur les pratiques agricoles et qui traite entre autres de ces questions-là. Voilà, donc c'est bien, on rejoint en fait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle agriculture qu'on est en train de développer en intégrant. Et la méthanisation, c'est pour moi maintenant, c'est un maillon de ce système. C'est un maillon important. Voilà. Bon, je pense qu'on a une belle conclusion. Si ça vous va, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions et les réponses à nos questions. Donc, on espère que ce web séminaire vous a plu et intéressé. Et donc, il sera prochainement disponible en rediffusion sur les sites du CLER et du réseau TEPOS avec la liste des ressources complémentaires et vos interventions, vos présentations respectives. Merci beaucoup encore. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.